Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un philosophe particulier ou même d'une école philosophique, mais nous allons traiter d'une époque appelée hellénistique, au cours de laquelle trois écoles philosophiques sont apparues et se sont développées. Ces trois écoles sont le pyrrhonisme, qui était à l'origine du scepticisme, le stoïcisme et l'épicurisme. Ce sont trois mouvements philosophiques majeurs en Occident qui peuvent encore nous inspirer de nos jours, comme on le verra en conclusion. Dans cette vidéo, je vais décrire les conditions historiques et sociales qui ont donné lieu à leur création et je vais analyser leurs points communs au niveau philosophique sans détailler leur contenu, ce que je ferai dans des vidéos ultérieures, en commençant par le scepticisme auquel je consacrerai plusieurs épisodes. Classiquement, on considère que la période hellénistique s'étend de la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, ce qui marque la fin de l'époque classique grecque, celle qui était globalement dominée par la culture athénienne, jusqu'à la défaite de Cléopâtre à la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, qui, elle, achève le processus de la domination romaine sur le monde anciennement grec. Mais en fait, pour bien comprendre ce qui a amené à la création de ces écoles philosophiques, il ne faut pas regarder ce qui s'est passé pendant la période hellénistique elle-même, mais juste avant, c'est-à-dire pendant la vie d'Alexandre et en fait pendant ses campagnes militaires. Avant l'avènement d'Alexandre, mais en fait avant celui de son père Philippe, le monde grec était structuré autour d'un ensemble de cités, chacune de ces cités désignant un groupe d'hommes libres qui possédaient éventuellement des esclaves et constituant une société politique indépendante des autres cités, c'est-à-dire ayant son propre gouvernement, ses lois, sa religion et ses mœurs. Bien sûr, toutes ces cités avaient en fait une culture assez semblable, mais elles étaient très attachées à leur autonomie. La cité la plus connue était Athènes, mais il y avait aussi par exemple Sparte, Corinthe et Thèbes. Alors, je vais commencer par faire une rapide présentation des événements historiques qui ont mené à cette période hellénistique. Bon, par commodité, je ne répéterai pas avant Jésus-Christ pour chacune des dates, car en fait, tous ces événements se déroulent au cours du IVe siècle avant notre ère. C'est en 359 que Philippe II de Macédoine prend le pouvoir. Très rapidement, il entame une série de campagnes de conquête contre les différentes cités voisines, et en 338, soit 21 ans après son avènement, il va vaincre Athènes à Chéronée en Béotie, ce qui consacre la domination macédonienne sur toute la Grèce. En 336, il est assassiné et son fils Alexandre III lui succède. Il se montrera le digne successeur de son père puisqu'il poursuivit avec succès ses guerres de conquête, en étendant son empire sur ce qui correspond aujourd'hui à peu près à une partie de l'Égypte, la Syrie, l'Iran et jusqu'au Pakistan. Au moment de sa mort, en 323 à Babylone, il régnait donc sur un empire considérable. Pour comprendre comment ces conquêtes ont pu influencer la philosophie, il faut prendre en compte le fait que dans son aventure, Alexandre n'était pas accompagné seulement de soldats. Il amenait avec lui des artistes, des scientifiques, mais aussi des philosophes. Remarquons que Napoléon prendra l'exemple sur Alexandre pour sa campagne d'Égypte, puisqu'il se fera lui aussi accompagner de nombreuses personnalités de toutes les disciplines. Alors, parmi les philosophes qui accompagnaient Alexandre, il y avait Callisthène, qui était le neveu d'Aristote. On peut ouvrir une petite parenthèse pour remarquer qu'Alexandre lui-même n'accompagnait pas Alexandre, alors qu'il avait été son précepteur pendant son enfance, et qu'il était probablement considéré comme le plus grand philosophe de son temps, et peut-être aussi l'un des plus grands scientifiques. Alors c'était peut-être parce qu'Aristote désapprouvait toutes ces guerres, ou parce qu'il était trop âgé pour supporter la fatigue de telles expéditions. Je n'ai pas trouvé trace d'explication de cette absence, donc je n'en dirai pas plus. En plus de Callisthène, il y avait Anaxarque, qui était un philosophe atomiste, et qui était aussi le maître de Pyrrhon, dont je reparlerai ensuite, puisqu'il est le fondateur du pyrrhonisme. Il y avait aussi quelques cyniques, dont Onésicrite, qui en plus d'être philosophe était un excellent marin, puisqu'il commandait lui-même le navire d'Alexandre. Tous ces philosophes ont donc participé aux expéditions,
Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Bien, ils se sont rendus compte qu'au-delà de la Grèce, il n'y avait pas que des barbares totalement incultes. Or, que ce soit en Égypte ou dans toutes les autres contrées qu'ils ont parcourues, ils ont vu des palais, des temples, des techniques, puis ils ont rencontré des philosophes et des sages, en particulier les fameux gymnosophistes, ces sages vivant dans un grand dénuement, à l'écart du monde, mais qui avaient un grand contrôle d'eux-mêmes au point de se laisser mourir sur le bûcher, excusez-moi, en faisant preuve d'une totale impassibilité. Tous ces philosophes furent donc très impressionnés par ce qu'ils ont découvert. Bien entendu, il y avait déjà eu des contacts entre le monde grec et l'Égypte, ou une partie de l'Asie, mais là, c'était une véritable immersion dans un monde très différent. Ces philosophes ont donc compris qu'Athènes n'était pas le centre du monde, qu'il existait d'autres civilisations, d'autres religions, d'autres sagesses, et celle-ci valait bien la civilisation athénienne ou grecque en général. Ce fut donc un véritable bouleversement pour tous ces philosophes qui accompagnaient Alexandre. Au-delà du désarroi provoqué chez tous ces philosophes, mais aussi chez tous les citoyens des cités grecques face à ce monde nouveau, cette réorganisation du monde politique et social a créé de nouveaux besoins. Et c'est à ces nouveaux besoins que vont essayer de répondre les nouvelles écoles philosophiques. Dans le monde nouveau qu'avait créé Alexandre et ses conquêtes, l'échelle du domaine politique s'était élargie considérablement. On pouvait presque considérer qu'il recouvrait la terre entière. C'est ce que les stoïciens en particulier ont appelé le cosmopolitisme. Dans ce monde cosmopolite, la polis avec un S, c'est-à-dire la cité en tant que lieu du politique, eh bien cette polis s'était étendue au cosmos, c'est-à-dire au monde entier. Et si le monde politique s'était étendu au monde entier, ça voulait dire en quelque sorte que tous les hommes devenaient semblables. On ne va pas aller jusqu'à dire qu'ils étaient considérés comme égaux, mais au moins on pouvait les voir comme semblables. Ce sont donc là deux idées fortes qui ressortent de ces conquêtes. L'idée d'un monde politique très élargi, presque étendu au monde entier, et l'idée d'un homme universel. Ces idées seront bien entendu largement développées au cours des siècles suivants et jusqu'à nos jours. Mais cet élargissement radical du politique au monde entier rend justement très difficile la réflexion politique. Chez Platon ou chez Aristote, on trouve une pensée politique, mais celle-ci est limitée à la cité, qui est une entité à taille humaine, et donc pensable. Mais comment penser le politique quand il concerne des millions de citoyens? C'est une tâche très complexe, en particulier pour des esprits imprégnés par la culture grecque, la culture classique grecque. Et les philosophes hellénistiques n'ont pas eu l'audace de la mener. Les trois écoles qu'ils ont créées ont donc développé des pensées apolitiques. Elles ne sont pas anti-politiques, mais simplement, elles ne parlent pas de politique. C'est un point tout à fait remarquable, mais qui est rarement mentionné dans les livres qui traitent de ces écoles philosophiques. Mais si ces écoles philosophiques ne parlent pas de politique, de quoi parlent-elles donc? Eh bien, essentiellement de physique, qui concerne la compréhension du monde naturel dans son ensemble, mais elles parlent surtout d'éthique. Mais l'éthique développée dans ces écoles sera très différente de celle dont avait parlé Aristote, par exemple. Dans ma vidéo sur l'éthique à Nicomaque, j'avais bien précisé que pour Aristote, le bonheur, c'était l'état de l'homme vertueux dans la cité. Il y avait donc un lien très fort entre l'éthique et le politique. Or, dans le monde hellénistique, on ne peut pas dire que le politique a totalement disparu, car il y a toujours une organisation politique mise en place dans les différents royaumes qui constituent l'Empire. Mais il devenait très difficile de relier l'éthique à ce domaine politique si étendu. L'éthique devint donc individuelle, c'est-à-dire centrée sur l'individu. Et Lucien Gerfagnon, qui dans son livre « Histoire de la pensée », précise même que ces éthiques deviennent psychagogie, c'est-à-dire qu'elles se préoccupent avant tout de la conduite de l'âme. Par ailleurs, sous l'influence des sagesses qu'ils avaient observées chez les gymnosophistes, les philosophes hellénistiques vont considérer que le bonheur s'atteint par l'ataraxie,
c'est-à-dire par l'absence de troubles. C'était aussi une façon de se détacher des choses du monde, et généralement, ces philosophies vont proposer une vie simple, parfois ascétique, à l'écart des troubles du monde politique. On voit là qu'elles étaient bien des réponses aux besoins créés par ce monde nouveau, qui devait apparaître immense et impensable à des esprits habitués à vivre à l'intérieur d'une cité. Je voudrais maintenant vous faire part en guise de conclusion de quelques réflexions personnelles sur ces philosophies hellénistiques. Bien qu'elles soient apparues il y a environ 2500 ans, je les trouve en grande partie très adaptées à la crise que traverse notre monde moderne. On dit parfois que la mondialisation a divisé l'humanité en deux grands groupes. L'un qui est constitué des gens qui sont attachés à un territoire, qu'on appelle les gens d'ici, et puis ceux qui sont de partout, et qui sont en fait un peu des gens de nulle part, et qui se sentent très à l'aise dans cette mondialisation, qui est en fait une nouvelle forme du cosmopolitisme des stoïciens. Les gens d'ici sont donc dans une situation très proche de celle des citoyens grecs confrontés à l'explosion du monde suite aux conquêtes d'Alexandre. Il n'est donc pas surprenant que certaines personnes se retrouvent dans les enseignements de ces écoles hellénistiques, ou qu'on retrouve ceci dans les ouvrages de développement personnel, qui proposent généralement une sorte de mélange très simplifié de stoïcisme et d'épicurisme. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, et comme d'habitude, si elle vous a plu, ou si elle vous a appris quelque chose, merci de cliquer sur le petit pouce vers le haut, et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les annonces de mes prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en profiter, comme je vais bientôt le faire. Au revoir.